Paris flambe, Macron vacille. Mais l'origine réelle de la crise va vous stupéfier. Partout sur le territoire français, la colère monte, s'infiltrant dans les moindres recoins du pays. À Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, rien ne semble pouvoir freiner la déferlante de mécontentement qui embrase la nation. D'immenses cortèges, forts de centaines de milliers de citoyens, réclament d'une seule voix la chute du président. Les avenues résonnent du même chant. Démission, démission, pointant du doigt Emmanuel Macron, désormais acculé, incapable de ramener le calme. Ce n'est plus une fronde ordinaire. C'est un véritable ultimatum crié dans chaque ville, de Lille à Marseille, de Nantes à Nice. Les manifestations ne connaissent plus de pause. Jour et nuit, les rues palpitent d'une tension quasi insurrectionnelle. Le gouvernement a déjà chuté pour la 5e fois en moins d'une année, du jamais vu sous la République. Le record du nombre de gouvernements dissous en si peu de temps fait désormais partie de l'histoire. L'État, jadis pilier de stabilité, se fissure à vue d'œil. Même sous la 4e République, réputée pour son instabilité politique, jamais la France n'avait connu une telle série noire. La France, autrefois phare de la civilisation occidentale, glisse lentement mais sûrement dans le désordre. Sa réputation mondiale chancelle. Les journaux étrangers s'interrogent. Que reste-t-il de la grandeur française? Son avenir politique s'assombrit. L'ordre social menace de s'effondrer, alors que les tensions s'accumulent à une vitesse inédite. Comment la nation qui, il y a un siècle, dirigeait la moitié du monde, a-t-elle pu imploser sous les yeux de tous? Comment Paris, centre de la diplomatie internationale, est-elle devenue l'épicentre du chaos européen? Pour déchiffrer ce séisme historique, il faut remonter au cœur du mécanisme qui a précipité la chute. Ce n'est pas simplement une crise politique, c'est l'aboutissement d'un engrenage historique, longtemps ignoré, et dont les rouages se sont grippés dans l'indifférence générale. Tout commence loin des palais parisiens, bien au sud du continent. Dans le Sahel, une onde de choc silencieuse a bouleversé l'équilibre qui, depuis l'époque coloniale, assurait à la France une prospérité enviée. En moins d'une année, 5 gouvernements se sont effondrés. À peine nommé, le Premier ministre Sébastien Lecornu a jeté l'éponge après seulement 26 jours. C'est moins d'un mois, un record d'éphémérité politique, qui rappelle les heures les plus sombres de la 4e République, lorsque les cabinets gouvernementaux se succédaient à un rythme effréné, sans jamais parvenir à stabiliser la situation. La France s'enfonce dans le chaos politique. Chaque tentative de redressement vire à l'échec humiliant. Lecornu, plein d'espoir à son arrivée, s'est heurté à une réalité implacable. Comme ses prédécesseurs, il a vite compris que les leviers traditionnels du pouvoir étaient devenus inopérants. Pendant que les dirigeants défilent, la crise économique atteint un sommet inédit. La dette publique française a franchi la barre des 3 300 milliards d'euros, dépassant 114% du produit intérieur brut. Pour bien comprendre la gravité de la situation, il faut se souvenir qu'au début des années 2000, la dette était encore inférieure à 1 500 milliards d'euros. En 2 décennies, elle a plus que doublé. Chaque seconde, la dette augmente de plusieurs milliers d'euros. À chaque instant, le pays glisse plus profondément dans un gouffre financier sans fond. Les marchés financiers s'effondrent l'un après l'autre. Jadis symbole de stabilité, la France voit fuir ses investisseurs à toute vitesse. À titre de comparaison, lors de la crise de la zone euro en 2012, la Grèce avait atteint un taux d'endettement de 160% de son PIB. La France, elle, s'approche dangereusement de cette barre fatidique. L'appauvrissement se généralise. Des milliers de familles sombrent dans la précarité. Les entreprises ferment. Des villes entières se vident de leur vitalité. Prenons l'exemple de Saint-Étienne. Autrefois fleuron industriel, la ville a vu plus de 2000 entreprises mettre la clé sous la porte en moins d'un an. À Mulhouse, la fermeture de l'usine automobile historique a laissé sur le carreau plus de 7000 salariés, déclenchant une vague de chômage sans précédent. La confiance a disparu. Ni réforme ni promesse ne calment la rue, où la colère monte chaque jour davantage. Même les plus proches alliés d'Emmanuel Macron se détournent, craignant une explosion sociale dont l'ampleur demeure imprévisible. Des députés de la majorité, comme Hélène Petit ou François Boulanger, ont publiquement appelé à la démission du président,
rompant un tabou politique de la Ve République. La France, jadis puissance majeure, affronte la menace d'une faillite totale et d'une implosion sociale. Le spectre d'un effondrement complet plane, prêt à balayer cohésion nationale et avenir collectif. L'histoire offre de sombres parallèles. En 1923, lors de la crise de la Ruhr en Allemagne, l'hyperinflation et le chômage de masse avaient ouvert la voie aux extrémismes. Aujourd'hui, la France se trouve au bord d'un précipice similaire. Mais comment un pays naguère dominateur a-t-il pu sombrer si vite? Quelle est la véritable origine de cette crise fulgurante? Pour comprendre ce bouleversement, il faut remonter à la rupture brutale entre la France et ses anciennes colonies africaines. C'est là que se cache la racine du chaos actuel. Ce n'est pas une crise comme les autres. La France suffoque, privée de sa source vitale venue d'Afrique. Sous la surface du chaos qui agite Paris, une vérité explosive émerge, ignorée du grand public. La rupture brutale avec le Sahel a coupé l'oxygène économique du pays. Depuis l'année 2022, les entreprises françaises ont été expulsées l'une après l'autre du Niger, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. Cette onde de choc silencieuse a pulvérisé l'équilibre auquel Paris s'était tant accroché. Les anciennes colonies fournisseurs ont repris le contrôle total de leurs trésors. Uranium, or, coton, pétrole. Les nouveaux dirigeants sahéliens n'ont pas hésité. Ils ont nationalisé toutes leurs ressources stratégiques. Au Niger, par exemple, l'extraction d'uranium, qui représentait plus de 25% des besoins énergétiques français, est désormais totalement contrôlée par la SONU, l'entreprise nationale nigérienne. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a mis fin à tous les contrats d'exploitation aurifère, remplaçant les multinationales par un consortium public burkinabé. Terminé, l'uranium nigérien bradé pour alimenter les centrales françaises. Désormais, chaque gramme, chaque goutte d'énergie se négocie au prix fort. Le coût de l'uranium a flambé, tout comme ceux de l'électricité et des matières premières vitales. En 24 mois, le prix de l'uranium a triplé sur les marchés mondiaux, impactant directement la facture énergétique française. Dans les foyers, la facture d'électricité bat des records. Les industries, privées de matières premières abordables, ferment les unes après les autres. Aux stations-service, les files d'attente s'allongent, tandis que les petites entreprises suffoquent sous la hausse des coûts. Les boulangeries, emblèmes de la culture française, ont vu le prix du blé exploser, conduisant à la fermeture de plus de 3000 établissements en une seule année. La dépendance française, longtemps minimisée, s'est muée en piège mortel. En quelques mois, la France est passée du statut de puissance régionale à celui d'économie étranglée. L'accès privilégié aux ressources africaines n'est plus qu'un souvenir amer. Le choc est d'autant plus brutal que cette dépendance, niée par les élites, avait été le secret le mieux gardé du pays. La société française chancelle. Chômage en flèche, inflation galopante, services publics asphyxiés. À titre d'exemple, le taux de chômage des jeunes a dépassé 30% dans les quartiers populaires de Marseille et de Toulouse. La colère gronde dans la rue, tandis que le gouvernement tente en vain de masquer l'ampleur du désastre. Mais la vérité éclate au grand jour. La fin de l'exploitation des ressources africaines a plongé la France dans l'impuissance. Ce renversement d'une ironie mordante expose la fragilité d'un pays jadis dominateur. Désormais, les anciennes colonies dictent les règles du marché mondial. L'heure du retour de bâton historique a sonné. En Afrique de l'Ouest, la fierté retrouvée s'affiche dans les médias, célébrant la fin de la France-Afrique et la souveraineté retrouvée. Face à cette perte colossale, les tentatives de sauvetage du gouvernement n'ont fait qu'aggraver la colère et la fracture sociale. Incapable de s'adapter, la France s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Comme lors de la chute de l'Empire britannique après la Seconde Guerre mondiale, la puissance déclinante se retrouve piégée par ses anciennes certitudes. Mais la tempête ne fait que commencer. Dans l'ombre, certains voient déjà une opportunité de tout faire basculer. Des mouvements populistes, de gauche comme de droite, recrutent à tour de bras, promettant de rendre la France aux Français, sur le modèle du Brexit britannique ou de l'ascension de Syriza en Grèce. La rue bruisse de rumeurs et le pouvoir vacille. Plus la France s'acharne à se réformer, plus la résistance du peuple s'intensifie. Les syndicats,
plus puissants que jamais, appellent à la grève générale illimitée. Les étudiants occupent les universités, comme en mai 68. Mais cette fois, l'ampleur du malaise dépasse largement celle du passé. Dans le même temps, le Sahel prospère, porté par de nouvelles alliances inattendues. La Chine investit massivement dans les infrastructures, finançant la construction de chemins de fer reliant Bamako à Ouagadougou, ou encore l'ouverture de ports modernes à Cotonou. La Russie fournit de l'armement et des conseils stratégiques, en échange de concessions minières. Le gouvernement, acculé, tente d'imposer une taxe aux plus fortunés. Mais la mesure fait long feu. Les grandes fortunes menacent de partir, paralysant d'emblée toute velléité de rééquilibrage. On se souvient de l'exil fiscal massif déclenché par la taxe à 75% sous François Hollande. Cette fois, la fuite est encore plus rapide. Des centaines de familles fortunées transfèrent leurs avoirs en Suisse, à Dubaï ou à Singapour. La colère gronde aussi chez les retraités, farouchement hostiles à la moindre baisse de leur pension. « Nous avons tout sacrifié, nous ne paierons pas pour vos fautes », scandent-ils dans les rues embrasées. Les retraités descendent par milliers, parfois aux côtés de leurs petits-enfants, symbole d'un front intergénérationnel inédit. Le quotidien devient asphyxiant. Les prix flambent, du pain à l'électricité, frappant chaque foyer. Le litre de lait atteint 2,50 €, la baguette dépasse le seuil symbolique de 2 €. Le chômage bat des records. Des dizaines de milliers d'entreprises ferment définitivement. L'espoir s'effrite. Dans les villes comme dans les campagnes, la suffocation s'installe. Aucune réforme, même infime, n'échappe au rejet. Les manifestations virent à l'émeute. Les syndicats refusent tout compromis. La défiance envers le pouvoir atteint son paroxysme. Macron, de plus en plus isolé, n'a plus la main. La France, épuisée, s'enlise sous le regard du monde, prisonnière de sa propre paralysie. Au même moment, le Sahel, jadis sous contrôle français, s'éveille. Libéré de l'héritage colonial, il s'ouvre à la Chine et à la Russie. Investissement massif dans l'agriculture, les mines, les infrastructures, routes neuves, écoles, usines en plein essor, deviennent le quotidien du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Les richesses, autrefois captées, profitent enfin à leur peuple. Prenons l'exemple du Mali. Le pays a quadruplé sa production de coton en 2 ans, créant plus de 100 000 emplois dans les régions rurales. Au Niger, les revenus issus de l'uranium servent désormais à financer la construction de 10 hôpitaux et de 25 écoles modernes. Au Burkina Faso, la croissance économique a bondi de 5%, soutenue par la création d'un fonds souverain alimenté par les revenus de l'or. La France assiste, impuissante, à la revanche de ses anciennes colonies. C'est une humiliation profonde. Elle perd ses ressources, mais aussi son influence et sa place sur la scène internationale. Son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU est désormais contesté par des puissances émergentes. Sa cohésion sociale menace d'exploser, son prestige s'effondre, tandis que ses anciennes victimes bâtissent leur avenir avec assurance. Pour les Français, la facture est terrible. Chômage endémique, précarité, défiance envers la démocratie, sentiment d'injustice. Un cercle vicieux s'est enclenché, nourri par des décennies d'orgueil et de dépendance. Personne ne semble pouvoir enrayer la chute. Mais derrière la surface, une fracture invisible ronge la société. Une faille profonde que la France refuse encore de regarder en face. Les tensions communautaires se multiplient, alimentées par un discours politique de plus en plus polarisé. Les extrêmes gagnent du terrain. On assiste à une résurgence de la rhétorique identitaire, rappelant les heures sombres des années 30. Ce malaise caché, bien plus ancien que la crise actuelle, menace à présent de tout emporter. La question n'est plus de savoir si le pays va changer, mais jusqu'où il risque de tomber. Les exemples historiques abondent. En 1972, le Chili de Salvador Allende a sombré dans le chaos, incapable de surmonter ses divisions internes. Et si le cœur du problème français, c'était une fierté aveugle, entretenue depuis des siècles? Cette arrogance, ancrée dans l'histoire, a convaincu la France que sa domination durerait toujours. Jamais Paris n'a envisagé que le Sahel africain s'affranchirait totalement,
coupant le flot de richesses qui nourrissait la capitale. Aujourd'hui, la réalité frappe durement. L'humiliation nationale ne vise plus seulement Emmanuel Macron, mais tout un système qui s'effondre, écrasé par ses propres illusions. La colère populaire révèle une France qui paie le prix fort pour avoir nié la possibilité du changement, pour avoir cru que la dépendance des anciennes colonies serait éternelle. Dans le silence du Sahel, la revanche des humiliés prend forme. Les anciennes colonies, longtemps reléguées au rang de fournisseurs dociles, ne regardent plus la France avec crainte ni envie. Elles observent, implacables, la chute de leur ancien maître, conscientes de tenir enfin leur revanche historique. Le véritable danger, pour la France et pour toutes les puissances convaincues de leur invincibilité, c'est de s'entêter dans le déni. Refuser de tirer les leçons de cette chute, c'est ouvrir la porte à d'autres effondrements, ailleurs, pour d'autres empires trop sûrs d'eux-mêmes. Le monde bascule. L'équilibre des pouvoirs s'inverse. Seuls les lucides survivent. La France peut-elle encore rebondir, ou sommes-nous témoins de la fin d'une ère? Pour répondre à cette question, il suffit de regarder les exemples du passé. Après la crise de Suez en 1956, le Royaume-Uni, humilié, a mis plusieurs décennies à se reconstruire, redéfinissant son rôle dans le monde. La France peut-elle faire de même? Mais la crise actuelle ne concerne pas seulement la France. Elle préfigure un bouleversement mondial. D'autres puissances pourraient bientôt être confrontées à la même remise en question brutale. Les États-Unis, dépendant du dollar comme monnaie de réserve, voient émerger des alternatives en Asie. L'Allemagne, pilier industriel de l'Europe, doit composer avec la transition énergétique et la fin du gaz russe bon marché. La France, jadis empire orgueilleux, voit aujourd'hui son destin lui échapper. Sur les cendres de sa domination, l'Afrique trace une route nouvelle, et Paris en paie le prix. Pendant des siècles, la capitale française a bâti sa grandeur sur l'exploitation du continent africain, convaincue que rien ne pouvait ébranler cet équilibre. Mais en moins de 20 ans, tout s'est inversé. Les anciennes colonies du Sahel, longtemps tenues sous tutelle, se sont dressées pour reprendre leur richesse et leur dignité. La France, aveuglée par l'arrogance, n'a pas anticipé cette rupture. Désormais, l'ancienne puissance coloniale se retrouve isolée, frappée par une crise économique majeure. Le peuple gronde, le pouvoir chancelle, et l'élite politique, incarnée par Emmanuel Macron, s'effondre sous le poids de l'histoire. Pour chaque avertissement ignoré et chaque décision paternaliste, la France paie le prix fort. Ce drame dépasse la France. Il avertit tous ceux qui croient pouvoir dominer sans respect ni équilibre. Mépriser les leçons du passé, c'est condamner l'avenir. L'arrogance, la dépendance et l'aveuglement face au changement du monde mènent à la chute. Face à ce bouleversement, une question s'impose. Comment rebâtir des relations internationales justes et durables? L'avenir mondial se joue maintenant dans notre capacité à comprendre et à changer. Il appartient à chaque nation, à chaque citoyen, de tirer les leçons de cette histoire et de bâtir un monde fondé sur la justice, la coopération et la lucidité. Car, au fond, c'est dans la reconnaissance des erreurs passées et dans la volonté de se réinventer que réside l'espoir d'un avenir meilleur pour la France, pour l'Afrique et pour la planète entière.